Dans cette vidéo, nous allons voir des programmes qui vont essayer de jouer à des jeux. Donc le premier jeu que nous allons regarder, c'est Tetris. Donc c'est le Tetris classique. Donc ici on voit la pièce suivante et la pièce actuelle ici. Donc sauf dans ce Tetris, quand on fait une action, la pièce descend forcément. Donc ça veut dire que si je veux aller par exemple à gauche, juste après la pièce va descendre d'une unité. Donc si je continue d'aller à gauche, la pièce va descendre d'une unité, etc. Donc on ne peut pas en fait slider à l'horizontale comme on peut le faire dans le Tetris normal. Donc c'est juste légèrement plus difficile. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est un agent artificiel qui va apprendre à jouer à Tetris en utilisant des algorithmes génétiques. Donc je vais vous montrer rapidement la conception et ensuite on va le voir jouer. Donc l'idée essentielle, même si je vais passer beaucoup de détails, c'est de réussir à créer un ensemble de paramètres. Donc là ici on voit 34 paramètres, donc 34 réels, qui vont nous permettre de guider notre agent artificiel pour jouer au jeu, et ensuite du coup on obtiendra un score à partir de la partie jouée du coup avec ces paramètres. Donc ces paramètres, on va s'en servir comment? Et donc ceux-là vont être appris en fait. L'algogénétique va apprendre les bons paramètres pour bien jouer, donc pour obtenir le meilleur score possible. Donc ces paramètres, comment ils vont être utilisés? En fait, ça va nous permettre d'évaluer la position du jeu. Donc nous dire par exemple, est-ce que la position actuelle, celle-ci, avec cette pièce-là et la pièce qui arrive après, est plus ou moins bonne? Et pour ce faire, on voit les 34 paramètres. Donc les paramètres, c'est les θ ici. Et ils vont nous permettre de pondérer des fonctions, donc ce qu'on appelle des heuristiques ici. Donc ces heuristiques, en fait, elles prennent le plateau actuel en paramètres, ce S, en fait, ça serait ça, et elles rendent une valeur réelle. Et on combine, en fait, on pondère toutes les valeurs des heuristiques, donc ces 34 heuristiques, avec les poids ici que notre algorithme génétique va apprendre, et ça nous donne une évaluation de la position. Et cette évaluation de la position, on va s'en servir pour jouer. Alors très rapidement, comment on s'en sert? Comment l'agent artificiel s'en sert pour jouer? Et bien, quand il est dans cette configuration, donc il a cette pièce-là, il sait qu'il a la prochaine ici, et bien, il va regarder en fait toutes les façons de jouer. Donc il va regarder si je lâche actuellement la pièce dans cette config, donc la lâche, donc j'atterris ici, et bien maintenant il va se servir de ça pour donner une évaluation de la position, pour se rendre compte si la position est plus ou moins bonne. Donc par exemple il va obtenir une certaine valeur, j'en sais rien, peut-être 15 pour cette configuration, et ensuite il continue en essayant une autre position de la pièce. Donc il va tourner la pièce, la lâcher, réévaluer, et par exemple cette fois-ci obtenir peut-être un score moins important, donc imaginons 2, et il va faire ça pour toutes les positions possibles de la pièce en haut, et la lâcher justement à n'importe quel endroit, donc à partir d'ici avec une rotation donnée, ensuite à partir de là avec une rotation donnée, etc. Et il va choisir la meilleure façon d'orienter la pièce pour obtenir le meilleur score. Bon, même si c'est un peu rapide, voilà l'idée. Et justement, ces poids-là, comment il les obtient? Donc encore une fois, ça va être de très haut niveau, mais voilà, on va créer des individus. Donc ici, vous voyez tous les individus de ce côté-là. Donc au début, tous ces poids sont mis au hasard. Ensuite, on évalue chacun des individus en le faisant jouer en fait. Donc on a vu très rapidement que ces poids-là permettent de guider l'agent pour qu'il joue. Donc ici par exemple, on peut imaginer que le score est pas mal. Là le score est même plutôt bien. Et donc on va sélectionner en fait les individus suivant ce qu'on appelle la fitness, mais leur score en fait. Et on va les recombiner, on va combiner les meilleurs en gros. Et on va obtenir une nouvelle génération qu'on va réévaluer en jouant au jeu, et ainsi de suite, pour obtenir, au bout d'un certain temps, un individu qui jouera très bien. Donc, c'est un peu rapide comme explication, mais voilà, ça donne l'essentiel. Donc maintenant, on va le voir jouer, voir ce que ça donne.
Donc après apprentissage, là on le voit jouer maintenant. Donc c'est un agent qui a dû apprendre quand même assez longtemps, je crois une journée. Et maintenant, on utilise le résultat de l'apprentissage et on voit qu'il arrive à s'en sortir plutôt bien. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le mettre vraiment en vitesse accélérée. Donc là, ça va être parti en vitesse accélérée. Donc en le lançant longtemps, j'ai déjà obtenu plus d'1 million de lignes. Donc il se débrouille plutôt bien. Donc voilà, on a un agent qui a appris en jouant beaucoup de parties à jouer longtemps à Tetris. On va voir maintenant de l'apprentissage par renforcement. On va essayer cette fois-ci de donner peu de connaissances humaines à notre agent qui va essayer d'apprendre par lui-même. Donc l'idée de l'apprentissage par renforcement, c'est qu'on a un agent ici qui va pouvoir interagir avec un environnement qui se trouve ici. Et l'environnement, donc il fait des actions dans l'environnement et en réponse, l'environnement lui donne une récompense ou punition ou éventuellement rien du tout, donc sous forme d'un réel. Par exemple, punition, ça pourrait être -1, une récompense 1, et rien, ça pourrait être 0. Et lui donne le nouvel état, donc l'agent va observer l'état, refaire une action, recevoir encore une récompense ou punition ou rien du tout, percevoir le nouvel état, etc. Et notre objectif, c'est que l'agent choisisse la suite d'actions qui va lui amener le plus de renforcement. Donc on veut que la somme des renforcements soit la plus grande possible. Et pour ce faire, en fait, il ne va même pas avoir besoin de connaître comment est fait l'environnement. Il a juste besoin de pouvoir percevoir l'état, de savoir quelle action il peut faire dans chaque état, et l'environnement lui donnera en retour, pour chaque action, une récompense, punition ou rien, et un nouvel état. Donc on va appliquer ça à un petit robot. Donc voilà notre environnement. Ici, on a notre petit robot, et il a des capteurs qu'on peut voir ici, ici, ou là. Alors, ici, en fait, le point d'impact sur ces capteurs va lui être indiqué. Donc là, ici, on voyait un petit point bleu, et là aussi. Donc, l'agent, en fait, il va percevoir quoi? Il va percevoir ce qui touche ces capteurs, donc les 3 capteurs ici. Il va aussi percevoir sa direction, et on voit ici un objectif qu'il doit atteindre. Donc, si on regarde plus précisément, donc notre agent, donc ici représenté par le triangle rouge, va connaître en fait son angle ici pour savoir comment il est orienté dans l'espace. Il va aussi connaître la distance vers son objectif, connaître l'angle par rapport à l'objectif qu'il doit atteindre, aussi la distance au contact sur son capteur droit, sur son capteur frontal aussi, sur son capteur gauche. Et en fonction de ça, donc on va lui donner en fait un réseau de neurones ici qui prend en entrée les différents capteurs, donc les différentes informations qu'on vient de voir. Et ça va nous ressortir en fait une valeur qui va nous dire si l'action tournée vers la gauche ou tournée vers la droite, quelle est la meilleure action. Et ça, il va l'apprendre avec les renforcements qu'il va obtenir. Donc on va voir le résultat de l'apprentissage maintenant. Donc on voit notre robot maintenant après apprentissage qui va essayer de s'orienter vers les objectifs tout en évitant les murs. Parce que ici on lui a dit en fait quand il se cogne à un mur il est détruit, donc il a un renforcement négatif. Et quand il obtient l'objectif, il a un renforcement positif. Donc là on voit il a un peu de mal parce qu'il a peur de se prendre le mur. Et il y a de l'inertie en fait dans cet environnement, donc c'est pas évident de se déplacer. Mais malgré sa vision locale en fait, assez locale des capteurs là, il arrive quand même, on voit, à apprendre à trouver l'objectif. Donc l'apprentissage est assez long et au début, bien sûr, il se cogne énormément de fois.
Donc pour terminer, nous allons regarder une technique qui s'appelle le Monte Carlo Tree Search pour apprendre à jouer à des jeux à 2 joueurs. Donc on va considérer le jeu des pingouins ici. Dans ce jeu, ça se trouve sur la banquise, on est sur la banquise. Donc on va d'abord placer des équipes. Donc je vais d'abord placer, en rouge ce sera nous, donc c'est moi, je vais jouer. Et en bleu, je vais mettre l'ordinateur. Donc je ne sais pas si je vais être très équitable dans le positionnement. Donc l'idée en fait, ça ce sont des plaques de banquise. Et dessus, le numéro qu'on voit, c'est le nombre de poissons. Donc moi je vais être l'équipe rouge, donc j'ai 4 pingouins. Et les pingouins peuvent se déplacer dans les directions. Donc ici, dans les 6 directions. Mais là, ici, c'est bloqué parce qu'il y a un pingouin adverse. Là, c'est bloqué aussi parce qu'il y a un de mes pingouins, donc je ne peux pas aller plus loin. Ici, je peux aller jusqu'au bout. Donc ici, jusque là, et ici, jusqu'au bout. Et quand je vais me déplacer, en fait, je vais récupérer le poisson et la plaque de banquise va disparaître. Et mon objectif, bien sûr, c'est de ramasser le plus de poissons, donc le plus de points. Donc une technique qui est pas mal, c'est d'essayer d'isoler des bouts de banquise pour nous tout seuls. Donc en créant des vides quand on se déplace, puisqu'on va la plaque de banquise qui était sous notre pingouin se casse. Donc pour montrer un exemple, je vais me déplacer par exemple sur le 3 ici pour potentiellement avoir 3 points plus tard. Donc je me déplace, on voit que c'est en blanc maintenant ici. Donc ça veut dire que plus personne ne pourra aller dans cette case-là. Donc là, ici, on voit notre score. Donc nous sommes les rouges et l'ordi, c'est les bleus. Donc ça utilise une technique qui s'appelle le Monte Carlo Tree Search. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est intéressant, ce qu'on voit ici, il développe un arbre de jeu. En fait, il dit, ici, je pourrais jouer là, ou là, ou là. C'est mes coups disponibles. Et après, il regarde ce que l'adversaire pourrait faire. Donc l'adversaire pourrait jouer là, ou là. Et ensuite, maintenant, il dit, moi, je pourrais jouer là ou là. Et quand il arrive à une position qui sort de son arbre de recherche, ce qui est intéressant, ce qu'on voit ici, ce truc-là, en pointillé, c'est qu'il fait une partie aléatoire. Donc, il joue au hasard pour lui comme pour l'adversaire. Et en continuant, en développant cet arbre, en développant aussi ses parties, en faisant de plus en plus de parties, il va avoir une estimation des positions qui sont de plus en plus bonnes. Et il va se servir de l'arbre pour se guider, pour choisir le coup à faire. Donc c'est encore une explication de très haut niveau, mais ce qui est important à retenir, c'est que il va regarder loin dans le futur pour essayer de se rendre compte de l'influence de ses coups, et il ne va pas avoir à connaître autre chose que les règles du jeu pour se débrouiller. Quand il n'a aucune idée, il joue au hasard de toute manière. Alors, si on continue la partie, alors on va regarder en fait l'arbre de jeu. Donc ici, on voit l'arbre de jeu, donc à un seul niveau. Mais c'est cet arbre, ce qu'on voit ici, c'est cet arbre-là. Et donc là, on voit que dans la position actuelle, pour le moment, l'ordinateur estime que son score, donc son évaluation de la position actuelle, est proche de 0. Donc si c'était -1, ça voudrait dire que ça serait très bien parti pour nous. Si c'est 1, c'est très bien parti pour l'ordinateur. Donc là, on est plutôt dans une position neutre. Et le chiffre qu'on voit ici, c'est le nombre de parties qu'il vient de faire pour estimer tout ça. Donc il a fait, ici, on voit plus de 3 500 000 parties en 5 secondes. Donc ici, en fait, c'est tous les coups possibles. Et normalement, il y a encore des branches qui sortent d'ici, mais ça, on ne le voit pas. Alors si on continue de jouer, alors il ne faut pas que je me trompe. Imaginons, je vais jouer assez rapidement, je joue ici. Donc là, il va réfléchir et à un moment, il va nous sortir encore son arbre. Et là, on voit que la position... j'ai mal joué parce que son score augmente. Et d'ailleurs, si vous regardez, c'est pas bête ce qu'il fait là, parce qu'il se garde... Là, il me bloque en fait. Le rouge qui est ici, là, je ne peux plus aller dans cette partie-là. Par contre, je pourrais, avec ce rouge-là, descendre. Donc, je vais essayer de descendre pour voir ce qu'il va faire. Donc, je vais descendre là. Alors, est-ce que c'est un bon coup? Alors, ça n'a pas trop changé le score. Donc, c'est pas forcément un mauvais coup. Et on voit qu'il fait quand même beaucoup de parties, là. Alors,
Ah oui, ça c'était des messages qu'avaient mis les étudiants en fonction du score. Donc plus le score est bon pour l'ordi, plus il va nous chambrer. Alors le problème ici, c'est qu'il ne faut pas que je lui laisse quand même toute la partie haute, toute cette partie-là. Donc qu'est-ce que je pourrais faire? Celui-là, on va essayer de le remonter pour voir. Alors, je vais le remonter là pour bloquer le bleu. Je ne sais pas si c'est un bon coup. Bon, ça a l'air pas si mal en fait, mais il est toujours avantagé pour l'instant. Alors je ne sais pas trop où jouer, mais est-ce que je pourrais... Alors remonter ici, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de points. Bon, je vais jouer là. Je me demande ce qu'il va faire. À mon avis, c'est pas un très bon coup. Non, ça n'a pas l'air d'être un très bon coup. Allez, je vais revenir là. Bon, alors là, c'est carrément un très mauvais coup ce que je viens de faire. Donc oui, on voit que cette partie-là commence à être à lui. Oh, quoique, ici, c'est pas encore décidé.